Bonsoir, soyez les bienvenus dans iWeek, toute l'actu Apple en live. On est en direct comme tous les mardis soirs, 20h, 21h. On va passer donc une heure ensemble pour revenir sur l'actu de l'écosystème Apple de la semaine. Et je vous présente tout de suite mes deux complices pour ce soir. À ma gauche, Alexandre Lenoir, iCreate. Salut Alex. Salut Benjamin, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très très bien, et toi? Ça va, en plein bouclage, mais bon, ça va. Plein bouclage du prochain iCreate. Absolument. On va parler de quoi dans iCreate Numéro 112. Dans quelques jours? Oh, d'après toi, de quoi pourrait-on bien parler? Oh, des sujets qui nous intéressent. La Watch, bien sûr, le MacBook, puis il y a plein de choses intéressantes. Apple est-elle devenue une entreprise de luxe, etc. Enfin voilà, le sommaire est riche. Bon, bah écoute, on lira iCreate comme d'hab, l'excellent magazine des utilisateurs Mac, iPhone, iPad. On dit toujours iPod, ça compte toujours dans la liste? On l'a retiré de la tagline, mais s'il y a un nouvel iPod, on en parlera. D'accord. Ouais, bon, on y croit de moins en moins, hein, mais ça peut toujours arriver. Bon, et puis avec nous, un fidèle, c'est vrai que tu pourrais avoir ta carte du club maintenant, hein, Eli. Salut Eli, Eli Abitbol, bonjour. Bonsoir tout le monde. Ravi de te retrouver en duplex de Nice. On va rappeler que tu es le fondateur de MCS, hein, donc Apple Premium Reseller, APR. On en reparlera tout à l'heure parce que l'Apple Watch, c'est un sujet qui t'intéresse, mais qui te crève le cœur, évidemment. Oui, et les autres APR aussi, hein, ça nous mobilise beaucoup en ce moment. Absolument, et on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors on va démarrer cette émission par, on va prendre un petit peu l'actu à contre-pied, et on va s'intéresser à une image assez étonnante, une photo plus exactement. Vous la voyez là reprise sur le site d'Apple Insider, mais on la voit en beaucoup plus grand sur le site de la maison mère, sur apple.com. C'est la porte d'entrée vers les offres d'emploi du site Apple. Et cette photo, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous y intéresser, mais elle n'est pas du tout prise n'importe où. Est-ce que l'un de vous deux a lu un petit peu le contexte? Oui, absolument. Explique-nous, Eli. En fait, c'est une photo qui aurait été prise dans l'endroit le plus secret d'Apple, c'est-à-dire le centre de design, là où travaille Jonathan Ive et son équipe. Voilà, donc c'était une salle, hein, c'est une pièce où il n'y a quasiment jamais eu d'appareil photo. Hein. Je crois que justement, il y avait eu un reportage, en tout cas un documentaire tourné en 2009 auquel Jonathan Ive avait participé. Ce documentaire, il s'appelait Objectified. Voilà, Objectified, ouais. Exactement. La photo que vous voyez là, elle est extraite de ce documentaire dans lequel on entrait de manière vraiment exceptionnelle dans ces salles. D'ailleurs, on aperçoit beaucoup de machines, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Apple a la capacité de fabriquer in situ ses propres pièces, hein. C'est exactement ça, hein. Alors, il y a d'autres photos qu'on peut trouver issues de Objectified sur le web ou comme ça. Typiquement celle-ci, où on voit effectivement plein de machines de prototypage derrière Jonathan Ive. Oui, c'est quasiment des unités de production format miniature, mais Apple peut produire quasiment n'importe quelle pièce, usiner n'importe quelle pièce. Directement à la sortie de la tête de ce designer, ce qui permet, j'imagine, de valider des hypothèses, de créer des prototypes grandeur nature très facilement sans avoir recours à des fournisseurs extérieurs et donc d'éviter les fuites, bien sûr. Ouais. Oui. Les infos qu'on a eues, en fait, c'est que par rapport aux imprimantes 3D qu'on peut avoir aujourd'hui pratiquement chez soi et qui permettent de faire
un objet avec une couleur ou une texture. Chez Apple, en fait, ils peuvent effectivement fabriquer pratiquement n'importe quel produit dans n'importe quelle teinte, n'importe quelle texture pour pouvoir le toucher. En fait, c'est une maquette, mais comme ça, ils peuvent s'amuser à décliner des prototypes avec différentes textures, différentes couleurs et vraiment les mettre sur les grandes tables telles qu'ils le décrivent et voir lequel va plaire. Et donc ça ils peuvent le faire et ils pouvaient le faire bien avant qu'on commence à parler même de l'impression 3D ou on va dire des machines quasiment grand public. Hein. Oui, mais bien sûr, parce que... Je t'en prie, Elie. Non, je t'en prie, vas-y. Non, bien sûr, j'allais dire parce que ne serait-ce que Objectified, donc un documentaire qui a déjà quelques années, on parlait à l'époque pas encore d'imprimantes 3D pour le grand public. Hein, donc ce sont des machines à commande numérique qui sont capables de sortir des objets, j'imagine découpés au laser ou avec des pour ce qui est des pièces de métal également, comment on appelle ça, des petits fils, des petits fils d'acier qui permettent de découper directement dans la matière. Moi, j'ai déjà vu ça dans l'horlogerie d'ailleurs justement, où un horloger basé en Suisse dont j'avais eu l'occasion de visiter la manufacture avait des machines qui permettaient vraiment de sortir des pièces d'une précision ultime directement sur site. Alors sur cette image, je vous la remonte parce que elle est suffisamment rare pour qu'on la regarde quand même. Si vous distinguez bien sur la table, il y a deux boîtes de ce qui semble être alors, soit les boîtes de l'Apple Watch, soit les boîtes de bracelets de l'Apple Watch, ou en tout cas des prototypes de boîtes peut-être, puisque là les 4 ingénieurs qui sont devant nous sont en train d'inspecter l'un des bracelets justement de la montre. De l'Apple Watch, oui. Ouais. Moi je crois beaucoup plus à des bracelets. Parce qu'effectivement, ça a la taille d'un accessoire. Je pense que l'Apple Watch, si tu regardes un tout petit peu, déjà, ne fût-ce que le volume de l'Apple Watch, et en sachant que derrière, il faut quand même avoir le chargeur, etc. Et le petit transfo, elle tient pas. Par contre, un bracelet, oui, parfaitement. Bon, et ben voilà. Donc, petit clin d'œil à cette image très très rare qu'on trouve donc depuis quelques heures sur le site d'Apple. Allez, on va tourner une toute petite page avant d'entrer dans les gros sujets lourds. On va parler évidemment dans la deuxième partie de l'émission du fameux MacBook, de ce connecteur USB-C qui fait couler beaucoup d'encre. On vous fera partager aussi un grand moment de fou rire avec une vidéo détournée de son but premier et qui permet de donner lieu à un dialogue imaginaire entre un vrai faux ingénieur de chez Apple et Johnny Ive et Tim Cook à propos de ce MacBook quasiment dénué de toute connectique. C'est vraiment très très drôle. Et puis on reparlera évidemment dans un instant de l'Apple Watch, puisque c'est le premier des grands sujets du jour. À tout de suite dans iWeek. Et je vous rappelle d'ailleurs le hashtag pour participer à l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions, vous le voyez en bas de l'écran, iWeek TV sur Twitter. On attend vos messages. Alors, les rumeurs sur l'Apple Watch, elles sont parfois un petit peu inquiétantes parce que certaines sources affirment que Apple a du mal à sortir l'Apple Watch en quantité. Or, le lancement approche, puisque les précommandes ouvrent le 10 avril et la montre est censée être disponible dans une bonne dizaine de pays à partir du 24. Donc, il y a le feu au lac, comme on dit en Suisse, non ? Non, on va pas s'affoler. Je pense que si tu te rappelles, pour l'iPhone 6, pour l'iPhone 5, pour l'iPhone 4, il y a toujours eu Apple a des problèmes de production, Apple n'y arrivera pas, et puis ils ont toujours les quantités qu'il faut. Je me demande si c'est pas les concurrents qui essayent de courir. Oh, ça n'a pas toujours été le cas. Souviens-toi de l'iPhone 4 blanc. C'est vrai. Non, mais effectivement, l'iPhone 4 blanc, oui. Alors lui, c'était pas un problème de capacité de production, c'était un problème de couleur, de capacité à produire une certaine teinte pour le blanc, si je me souviens bien. Comme dit Elie, je suis assez d'accord avec lui, ce sont des rumeurs récurrentes qui sortent quasiment à chaque nouveau produit Apple. Peut-être qu'un jour il y aura du vrai là-dedans, mais j'ai personnellement un peu de mal à accorder beaucoup de crédit à ça. Qu'Apple cherche des nouveaux fournisseurs pour augmenter ses capacités de production, pourquoi pas. Est-ce qu'on est sûr que la demande est si forte que ça? Honnêtement, aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas vraiment d'indicateur là-dessus, en dehors de quelques enquêtes faites par des cabinets de marketing
marketing on a tout lu sur la demande de l'Apple Watch. Quand elle a été présentée, les premières enquêtes sortaient, prévoyaient 10 millions, 15 millions, 20 millions dès la première année. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser, mais je ne suis pas certain qu'Apple ait des problèmes de capacité de production aujourd'hui. Alors, j'ai fait des petites recherches, tu sais, à ce sujet, parce qu'on a eu un débat en interne pour savoir si l'Apple Watch allait être populaire ou pas. Chez nous, il y a des gens qui y croient beaucoup. Tu as dit quoi, populaire ? Oui, si elle allait vraiment se vendre. Et moi, j'y crois, et un certain nombre de personnes y croient. Il y a des gens, même chez nous, qui n'y croient pas, qui disent non, l'Apple Watch, c'est une montre, moi, j'ai pas envie de changer ma montre, ça se vendra pas, ça sera pas populaire. Et donc, je me suis amusé à regarder sur Internet, Google étant notre ami. Donc, les prévisions, oui, parfois. Les prévisions de vente de l'Apple Watch, et je suis arrivé à une page qui synthétise tout ce qui a été écrit, et il y a une quinzaine d'analystes, et en fait la moyenne c'est quand même 23 millions de montres, c'est-à-dire que les prévisions vont de 9 à 40, la moyenne étant à 22. Oui, donc oui, ça pose donc bien quand même la question de l'offre face à la demande. Hein, oui, mais ils vont pas... c'est 22 ou 23 millions, si tant est, donc on y arrive effectivement, on va dire d'ici à la fin de l'année, vont pas être diffusés dès le premier jour. Donc Apple peut fournir quelques dizaines de millions d'iPhone par an, même plus que quelques dizaines. Donc, je pense qu'ils sont en mesure de produire quelques millions de montres aussi. Voilà. Et d'adapter la production à la demande au fur et à mesure que celle-ci se concrétise. Est-ce qu'il y aura un pic au début ? On parle des premières semaines, en fait. C'est toujours un moment de tension parce qu'il y a beaucoup de demandes en même temps, forcément. Juste, pour quand même vous donner les infos, c'est un analyste du cabinet Cohen & Company qui revient d'un voyage, d'un séjour en Asie, où on imagine il a rencontré des fournisseurs, des grands constructeurs, notamment d'Apple. L'info serait que la fabrication de l'Apple Watch qui aurait été confiée exclusivement à Quanta, en fait, Apple chercherait maintenant à doubler les chaînes de production en s'appuyant aussi sur les ressources de Foxconn. Voilà, pour pallier sans doute des soucis de fabrication chez Quanta. Il y a deux possibilités. On parle de chiffres de lancement entre 5 et 6 millions de montres, c'est ce qu'on a tous lu. Imaginons qu'ils aient des difficultés à produire, imaginons qu'ils arrivent à en produire que 3 ou 4. De toute façon, il y en aura plus d'1 million ou plusieurs millions au lancement. Maintenant, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'effectivement, Apple, soit ils ont des meilleurs chiffres que nous et ils s'attendent à une demande qui est supérieure à ce que nous-mêmes nous pensons, ou alors ils essayent de créer le buzz, parce que s'ils disent il va y avoir des problèmes, enfin s'ils font dire il va y avoir des problèmes de production, il n'y en aura pas assez, etc., ça va tous nous inciter, en tout cas ceux qui veulent la commander, à être sur le qui-vive et à dire non, il n'y en aura pas pour moi, il faut que je la commande tout de suite, sinon je risque de ne pas l'avoir, et effectivement faire un lancement spectaculaire. Et ça, ils savent faire. Alors, petit détail que moi j'ai appris, parce que je ne l'avais pas vraiment lu jusqu'à maintenant, c'est que l'écran donc AMOLED serait fourni exclusivement par Samsung. Voilà. Samsung, mon ami. Oui. Voilà. Comme quoi, on peut être ennemi, être deux marques concurrentes et être dépendants l'un de l'autre. C'est le cas depuis des années, en fait, entre les deux. Hein. C'est le cas depuis des années, bien sûr, Samsung. Alors, Samsung, c'est ce qu'on appelle un conglomérat. Hein, donc, c'est tentaculaire. Il y a une division mobile, mais il y a une division électronique. Il y a même une division automobile. Il y a des divisions machines-outils. Ils font des tas de choses quasiment donc jusqu'au porte-conteneurs. Hein. Et donc, c'est un partenaire et un concurrent à la fois. Et quand Apple discute avec Samsung Electronics pour s'approvisionner en composants, ça les empêche pas effectivement éventuellement de faire un procès à Samsung, la division mobile, pour plagiat. Voilà, business is business. Hein. Ouais. Bon, Alex, j'ai quand même oublié un détail important à ton sujet, hein, c'est que évidemment tu es iCreate, mais on te retrouve évidemment aussi sur Watch dans Le Garage, le rendez-vous de tous les moteurs, donc l'émission Automoto, avec en ce moment, et je vous la conseille, l'émission spéciale que tu as tournée au Salon de Genève. Vous en parliez tous les deux entre amateurs de belles voitures avant qu'on démarre l'émission. Hein. Et oui, parce que moi j'adore les voitures.
Je sais. Et également parce que alors le sujet de l'automobile lié à Apple est un sujet également un peu dans l'air en ce moment. Enfin, ça fait, on va dire, une grosse année que ça dure. Donc voilà, moi, ce que j'ai remarqué pour fermer la parenthèse, sauf si tu veux continuer là-dessus, c'est pas un souci, mais pour fermer la parenthèse, c'est qu'au salon de Genève, je n'ai absolument pas entendu parler d'Apple une seule seconde, alors que Carlos Ghosn, donc le patron de Renault, a parlé d'Apple au Mobile World Congress, qui avait lieu à peu près en même temps lors de sa conférence, je crois le dimanche, c'était en même temps, en disant. En disant je ne crains pas une voiture d'Apple, par contre je suis curieux. Voilà. Mais à Genève, on n'a absolument pas parlé d'Apple, quels que soient les constructeurs, je n'ai absolument pas entendu le mot Apple une seule fois. Alors que l'année dernière, c'est là où ils avaient présenté, iOS in the Car chez Mercedes, Ferrari et Volvo, si je dis pas de bêtises. Alors, si vous le voulez bien, les amis, après cette petite parenthèse automobile, on va revenir à l'Apple Watch, puisqu'on annonce déjà une Apple Watch 2.0 avant la fin de l'année. Alors, pas vraiment une deuxième génération de la montre, mais en tout cas de nouveaux modèles et sans doute de nouveaux matériaux pour le boîtier de la montre, puisqu'on parle de céramique, de titane, d'or blanc et de platine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je serais pas étonné que ce soit possible pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand les premières rumeurs d'Apple Watch ont commencé à naître, et ça remonte quand même. Faut se rappeler quand même que on prêtait à Apple cette intention bien avant que n'importe quel autre constructeur en sorte une. Et donc ça, on va dire peut-être il y a 2 ou 3 ans. En y réfléchissant un petit peu, je me disais à l'époque, si Apple sort une montre, il faudra que ce soit un produit qui ne soit pas unisexe, donc déjà au moins 2 modèles. Et ensuite, c'est un produit de mode, une montre. Apple, c'est très bien géré ça. Et donc, ça risque d'être une collection. Il se trouve qu'il y a 3 collections aujourd'hui. Il y a 3 types de modèles différents. Et une collection dans la mode, ça a besoin de vivre, de se renouveler. Donc, que Apple imagine sortir différentes matières, différents boîtiers en cours de vie d'un modèle, ça me paraît pas complètement impossible. Et mais dès 2015, très bien. Avant même la fin de l'année, ça veut dire que ça va aller vite. Alors, si on entre dans un cycle de mode, on peut imaginer. Bon, là, évidemment, c'est complètement extrapolé ce que je dis. Ça ne repose sur rien, mais on peut imaginer une collection automne-hiver et une collection printemps-été. Donc, pourquoi ne pas proposer un boîtier en céramique à la fin de l'année Voilà. Alors, on a. Benjamin, je sais pas si tu as un retour vidéo parce que ça s'est coupé. Ouais, écoute, on t'a perdu, mais je pense que si tu réactives ta caméra, on va peut-être te retrouver. Il ne doit pas manquer de grand-chose pour que tu reviennes parmi nous. On va te laisser le temps de te reconnecter, Ellie, et puisque tu parlais de mode, Alex, on va justement parler d'un des temples de la mode à Paris. C'est justement l'un des rares lieux, l'un des 2 seuls d'ailleurs, en dehors des Apple Store, qui va vendre l'Apple Watch dès son arrivée. Ça a été une surprise pour moi, parce que je ne l'avais pas mis dans ma liste. Ce sont les Galeries Lafayette. Alex, est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est surprenant finalement? Alors ça rejoint un petit peu ce que je disais à l'instant là sur les collections. Ça fait également partie des choses que j'avais plus ou moins imaginé, dans le sens où on vend pas une montre comme on vend un ordinateur, et c'est un produit qu'on a besoin de montrer. D'ailleurs, ça porte bien son nom. On a besoin de montrer, de faire essayer. Ce que tu dis plaît beaucoup à Ellie, mais ça va le rendre hystérique aussi. Alors, non, parce que nous, on veut bien la montrer. Le truc, c'est que voilà, une montre, c'est donc un objet de mode, et les montres se vendent dans des boutiques de montres. Alors, Apple peut très bien en proposer dans ses Apple Stores, ce qu'ils vont évidemment faire, mais je vois difficilement Apple monopoliser une surface de vente gigantesque pour présenter des dizaines et des dizaines de combinaisons différentes, sachant qu'il peut y en avoir, je crois, 1 million si on met tout bout à bout, et il y en aura encore plus si on rajoute des couleurs, des matériaux, etc. etc. Donc, pour ça, ils ont besoin de support, de points de vente dédiés.
et je ne serais pas donc étonné de voir apparaître, en plus du réseau d'Apple Store, des corners, comme typiquement ça risque d'être le cas aux Galeries Lafayette, peut-être même un peu plus qu'un corner, parce que ça a l'air assez grand, mais aux Galeries Lafayette, donc chez Colette, et puis on a vu à Londres, je crois, chez Bloomingdale's, où j'ai oublié le nom de l'enseigne, mais voilà, ou à Tokyo, dans ce genre de grands magasins. Je suis pas du tout étonné par cette orientation. Est-ce que tu veux que je t'emmène, Alex, et est-ce que vous voulez que je vous emmène justement aux Galeries Lafayette? Ça vous plairait de faire un petit tour? Ah, bien sûr. Hein, Élie, on va aller, Oui. on va aller se balader aux Galeries Lafayette, puisque je suis allé promener discrètement la caméra de Watch il y a quelques jours, hein, c'était samedi. Bah, regardez à quoi ça ressemble. Alors, vous connaissez sans doute le boulevard Haussmann, ce quartier des grands magasins. On est vraiment à 50 mètres de l'Apple Store Opéra. Hein. Rien que de ce point de vue-là, c'est quand même assez curieux. Mais c'est vrai que j'ai croisé beaucoup de touristes, notamment de touristes asiatiques. Et vous le voyez, on est sous la coupole. Et derrière les bâches blanches, c'est énorme, hein, ça représente 40% du premier étage. Voilà, c'est un immense espace qui est en travaux, qui est complètement à l'abri des regards. Alors là, je suis monté au premier étage pour essayer d'avoir un autre point de vue sur... vous voyez, ça couvre quand même quatre tronçons de ce premier étage. Quand on prend l'escalator, donc du premier vers le deuxième étage, c'est complètement opaque, hein, complètement fermé. Il y a juste, regardez, une ouverture, hop, on voit pas grand chose, hein, 3 câbles qui se baladent, mais voilà, c'est juste pour laisser passer un peu d'air, j'ai l'impression. Et puis quand on est au deuxième étage, enfin plutôt quand on est au premier étage, on se retrouve face à de vraies cloisons qui ont été montées intégralement jusqu'au plafond, avec un panneau chantier interdit au public. Et voilà, là, je suis au deuxième étage, juste au-dessus, sur le stand de Christian Dior, sauf erreur de ma part, et on voit juste dans l'ouverture là-bas à droite de la vendeuse, voilà, un petit peu de ce qui est en train d'être construit, construction qui a lieu sans doute la nuit au moment où le magasin est fermé. Voilà, assez impressionnant. Alors je voudrais avoir la réaction d'Élie, parce que Élie a décroché. Alors on va revenir vers toi, Alex. C'est un choix stratégique, c'est l'un des lieux les plus fréquentés par les touristes étrangers à Paris, hein. Alors, si on considère que l'Apple Watch peut être un produit de luxe, c'est pas très étonnant de la trouver dans un environnement de luxe. Hein. Tu as parlé de Christian Dior, mais on voit bien où ça se situe, parmi les parfumeurs, les modistes, etc. Très sincèrement, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi gigantesque que ce que tel que tu l'as filmé. Là, on voit bien la place. Est-ce qu'il n'y aura que du Apple dans cette partie-là? On peut le penser, mais c'est pas non plus certain, à moins que tu aies eu des informations. Mais ça a l'air d'être un ensemble cohérent, en tout cas. Hein, Ouais, tout à fait, voilà. Tout à fait. C'est pour ça que, voilà, sincèrement, quand je parlais de corner en évoquant ça il y a quelques mois, et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus restreint. Voilà. Là, c'est vraiment gigantesque, mais en même temps, bon, c'est Apple. Voilà. Eh oui. Alors, on a l'impression qu'on vendra autre chose que simplement la montre, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a énormément d'espace, et même si on double les tables, on va occuper quoi, la moitié de l'espace à peu près. Donc il y aura peut-être aussi un peu de Mac, il y aura peut-être aussi un petit peu de... Des Mac, je sais pas, mais de l'iPhone. Ou de l'iPhone, voilà, de l'iPhone, bien sûr, oui. L'iPhone, oui, puisque la montre étant connectée à l'iPhone, on peut très bien effectivement imaginer que l'iPhone soit vendu en parallèle. Tiens, j'achète une montre, il faut l'iPhone, j'achète l'iPhone. Mais si on ne l'a pas déjà. Mais l'espace permet aussi d'accueillir du monde, de faire circuler, voilà, et puis de montrer le maximum de combinaisons possibles, et peut-être de segmenter effectivement en autant de collections qu'il y a, la collection sport, la collection donc watch, et puis la collection édition qui elle sera probablement on va dire dans un endroit un peu plus confiné et plus protégé sans doute. Ouais. Et Élie, ta réaction alors d'abord au choix stratégique des Galeries Lafayette en parallèle de Colette, hein, puisque ce sont les deux lieux choisis. C'est un énorme endroit de passage, donc qu'ils aient choisi justement des endroits où la mode est présente, ça ne me choque pas du tout. Hein, donc
Ils l'ont fait en Angleterre, ils vont le faire au Japon et certainement dans d'autres pays. Donc, moi, je suis ravi qu'un produit comme ça puisse être montré aux Galeries Lafayette ou chez Colette. Mon point de désaccord avec Apple, c'est que les Apple Store présentent la montre et pas nous. Alors que, et je ne parle pas du modèle Apple Édition en or, un bijou, etc. Mais les deux autres modèles, moi, je trouve qu'on devrait et qu'on pourrait les présenter dans la mesure où si Apple peut le faire dans ses boutiques, on peut le faire aussi. Hein. Donc, Ouais. mais bon, pour le reste, oui, je suis ravi que la montre soit visible dans un endroit comme les Galeries Lafayette. J'ai pas vu toutes les images parce que ça avait coupé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a d'énormes orages sur la Côte d'Azur. Ah, c'est pour ça. Ça vient de la Corse. Tu sais qu'il y a eu 2 morts, il y a eu des Bien inondations. sûr. Et donc, il y a eu 3 coupures d'ADSL. Donc, je prie parce que le problème, c'est que l'ADSL, j'ai aucun contrôle. Hein. Donc, Bon, écoute, c'est pas grave, on est en direct, c'est un peu la loi de l'exercice. De toute façon, Alex, qui est beaucoup plus proche de nous, assure en cas de défaillance. Donc, d'ailleurs, Alex, je voulais te féliciter d'abord pour l'arrière-plan avec ce Mac qui nous rappelle des souvenirs et puis c'est mon tout premier Mac qui date de 1984 et je suis pas prêt de m'en séparer. Voilà, et puis un iCreate en bonne place, c'est bien vu. On va rester sur l'Apple Watch avec les premiers accessoires qui commencent à être montrés. On a beaucoup parlé de l'autonomie de l'Apple Watch qui va tenir une journée à peine, on va dire. Ça va évidemment demander à être vérifié. Et on a ce chargeur qui va débarquer au mois de juin. Alors une soixantaine de dollars. Un produit intéressant, il s'appelle le Nomad Prod. 1800 mAh, ça permet a priori de recharger l'Apple Watch 4 fois. 4 fois. Il sera disponible en 3 couleurs, donc les 3 couleurs principales, on va dire, correspondant aux 3 bracelets. Il pèse 80 grammes, il y a que 5000 exemplaires prévus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une triple connectique dessus. On retrouve le micro USB pour charger le chargeur, si on a l'habitude de ça. Il y aura de l'USB-A en sortie, donc en alimentation, et puis à la fois pour le recharger et pour alimenter un produit externe, on aura de l'USB-C. Eh oui. Eh ouais. C'est un produit intéressant, Ellie ? Oui, moi je trouve le produit très intéressant. Je l'ai regardé un peu sous toutes les coutures. Ce qu'il faudrait, c'est que 5000 exemplaires, ça va être très très peu. Hein, donc il va être en rupture pratiquement au lancement. Ouais, donc il faudrait qu'ils augmentent la production. Alors bon, je pense que c'est le premier jet, mais on voit sur le site, il en reste 4841 sur 5000. Donc voilà, vous avez encore un petit peu le temps, mais ça va sans doute aller assez vite. Et la livraison commence à partir du 15 juin, voilà, pour ce Nomad Prod. Griffin sort aussi, je ne sais pas si tu l'as vu, un système qui permet de mettre l'Apple Watch et l'iPhone et charger les deux en même temps. C'est une sorte de stand qui est assez rigolo et qui va être présenté dans quelques jours, mais qui sera disponible pareil au mois de mai-juin. Absolument. Oui, j'ai vu des images d'un prototype de ce genre, effectivement. C'est assez élégant, c'est pas mal, c'est bien vu. Voilà, donc il y aura sans doute plusieurs solutions tierces pour charger l'Apple Watch. Apple Watch qui va évidemment avoir besoin d'app. Alors, on a eu celle de la keynote. Et puis, il y a de nouvelles marques qui sont en train de se dévoiler. Je n'avais pas encore entendu parler du groupe Accor. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette annonce. Non, pas encore. Alors, il y a une... Accor, alors je sais plus si j'ai... Il y a une page du site d'Apple qui commence à référencer quelques grands noms qu'on trouve déjà en l'occurrence sur l'iPhone. Hein. Il y en a, je crois, une bonne vingtaine ou trentaine. Il y a eBay, bien sûr, mais il y a des choses un petit peu plus exotiques comme BMW pour contrôler son véhicule électrique. Enfin, il y a ce genre de choses. Il y a des groupes hôteliers aussi. Accor, comme ça, m'évoque rien, mais je serais pas étonné. Oui, il me semble qu'il y avait quand même eu quelque chose, un petit communiqué, quelque chose de la part d'Accor qui disait qu'il s'intéressait à la montre, mais je le garantis pas, je l'ai pas en mémoire. Oui, ça permet de gérer les réservations et il paraît même que ça permettrait de déverrouiller la chambre avec la montre en NFC. Oui, absolument. Mais et dans les applis voitures, il y a celle de BMW qui est sur le site Apple, mais il y a aussi celle de Tesla qui arrive. Bien sûr, il y a celle de Tesla aussi, oui.
Absolument. Donc là, sous vos yeux ébahis, donc les premières images de l'appli Accord qui est en cours de développement. En tout cas, ça a l'air assez avancé. Apple s'était appuyé sur, je crois, l'appli du groupe Starwood pour parler des applis, de l'intérêt de l'Apple Watch pour les hôtels. On a aussi British Airways qui travaille de son côté sur son propre projet d'app. Là, typiquement, c'est vrai que là, c'est vraiment, ça fait partie des applications qui semblent évidentes. Hein. On a un avion à prendre, on est notifié sur sa montre de l'enregistrement, de l'embarquement. Voilà, ça fait là, on est vraiment dans l'utilitaire. Bien sûr. D'autant plus. La carte d'embarquement sur la montre, c'est un truc à mon avis qui est super pratique. Aujourd'hui, on l'a sur son téléphone, c'est très bien aussi. Hein. Ouais. Et là, il suffira de passer son poignet sur la borne, voilà. C'est d'autant plus pratique en fait que dans l'Apple Watch, une des fonctions principales c'est Passbook, donc on l'a dans les glances de l'Apple Watch, et donc toutes les applis aujourd'hui qui utilisent Passbook, et en particulier, je pense qu'on verra EasyJet, Air France arriver très très vite sur l'Apple Watch, parce que si vous avez votre carte d'embarquement dans votre iPhone, vous l'avez sur votre Apple Watch, il suffit en fait d'une extension de l'app. Ah ouais, ça fait envie, hein. Ça fait envie. Mais je pense qu'Air France est un petit peu occupé par le lancement de sa nouvelle campagne de pub. En tout cas, télé, on l'a vu partout avec ses balançoires. L'appli Apple Watch, elle va sans doute attendre quelques semaines, peut-être l'arrivée de la montre. Alors, l'Apple Watch, on l'a dit, elle est très liée à l'iPhone, puisque les deux vont être inséparables. On vous a montré la semaine dernière l'appli Apple Watch qui est apparue avec iOS 8.2, mais il y avait davantage dans iOS 8.2 qui n'était pas accessible et qu'un petit développeur un peu plus futé que les autres a réussi à dénicher. Alors ça donne des captures d'écran pour une appli compagnon qui se trouve déjà dans iOS, mais qui n'est visible qu'au moment où on essaye d'appairer en fait une Apple Watch avec son iPhone. Ça donne toute une série d'écrans, de paramétrages intéressants, par exemple, qui permettent de spécifier. Alors on est dans le détail, mais si on est gaucher ou droitier, par exemple, si on va porter l'Apple Watch à son bras gauche ou à son bras droit, on a une question de Titou sur Twitter qui nous demande comment on fait si on porte l'Apple Watch au bras droit. Ça va pas être pratique avec la molette. C'est sûr qu'on peut pas inverser la molette. Hein. Non. En revanche, oui. C'est le problème de l'avoir mis non pas au milieu mais en haut en l'occurrence, parce que s'il l'avait mis au milieu, il aurait suffi de porter la montre dans l'autre sens et l'écran se serait inversé, ça aurait pas posé de difficulté. Bon, c'est un choix de design, j'imagine, qui a été réfléchi. J'imagine que le fait de leur positionner en haut permet, pour la majorité des gens qui sont droitiers, malheureusement, de la manipuler plus facilement, comme on le fait avec une molette ou simplement avec l'index, vous voyez, comme ceci. Bon, effectivement, je pense que les gauchers vont être peut-être un petit peu frustrés. Tu es gaucher ou droitier, Elie ? Moi, ni l'un ni l'autre. Non, ambidex, mais la montre plutôt côté gauche. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste sur l'Apple Watch ou est-ce que j'ai davantage à vous montrer ? Non, on va sortir un petit peu de la montre avant de passer dans quelques instants à toute l'actu du Mac, et notamment le MacBook avec son port USB-C et puis les soucis des MacBook Pro. Soucis au pluriel, je vais vous expliquer, on va vous expliquer. Quand même un mot, alors je regrette que Guillaume Jette, qui est sur Twitter, le cachotier, mais qui n'est pas avec nous. Je regrette qu'il soit pas là parce que c'est une info qui l'intéresse directement. L'arrivée de Nintendo sur smartphone. Alors ça c'est une sacrée nouvelle. Oui. Ça vous parle à l'un ou à l'autre, ou ça ne parle qu'à Guillaume ? Alors je veux surtout pas en parler à la place de Guillaume parce que les jeux vidéo c'est beaucoup moins mon truc que lui, et donc je vais dire des tas de bêtises. Mais oui, c'est surtout une bonne nouvelle à la fois, je pense, et pour Nintendo et pour les joueurs. Donc voilà.
Donc alors la nouvelle c'est que Nintendo s'associe avec un spécialiste du jeu sur mobile, donc il y a un échange d'actions et de prise de participation. Alors détail important, c'est que ça ne concerne pas les jeux existants de Nintendo, c'est-à-dire que a priori on n'est pas prêt de voir arriver le Super Mario si cher au cœur de Guillaume sur iPhone. En revanche ça va concerner les nouveautés, les nouveaux jeux développés à partir de maintenant. Effectivement, ouais, tout à fait. Mais il y a le site Mac Plus que tu as montré à l'antenne. Avec une très belle capture de Guillaume dans iWeek d'ailleurs. Absolument. Et moi, j'invite les téléspectateurs à aller regarder cette interview de Guillaume sur le site de Mac Plus, où il en dit beaucoup plus et beaucoup mieux que voilà, moi. Comment se débarrasser de la patate chaude, t'as raison. tu joues toi, Ellie, ou pas du tout? Très peu et très mal. J'aime ça, mais je suis tellement mauvais avec une console. Donc je démarre les jeux et dès qu'un de mes enfants s'y met, il m'humilie tellement que je laisse tomber. Ah, donc bon. Je suis pas un pro, non. Tu te sens plus à l'aise avec l'iPhone, alors, enfin à parler de l'iPhone sans doute qu'à parler des jeux sur iPhone. Mais j'aime bien les jeux quand même, mais j'y consacre très peu de temps. Ou alors des jeux de voiture. D'accord. Pour rejoindre, voilà. D'accord. Des trucs comme Gran Turismo, oui, ça me parle. Ça te parle. Bon, alors, on va reparler de l'iPhone, du téléphone en lui-même, puisque, vous le savez, dès qu'un modèle sort, on est déjà en train de penser au suivant. Alors, on parle de plus en plus de ce fameux iPhone 6S. C'est ça, oui. Avec une déclinaison, pourquoi pas, en or rose, donc la variante la plus chère sur l'Apple Watch, et le désormais célèbre, on va dire que c'est un artiste, spécialiste des rendus photoréalistes, oui. Martin Hajek. Je pense qu'il est tchèque, non? Probablement. Oui, peut-être. Voilà. Je me suis jamais posé la question, figure-toi. En tout cas, voilà, il vous propose sur son site ces rendus de ce que pourrait être l'iPhone 6S en or rose, à côté de l'Apple Watch édition du même topo. Bon, je pense que les deux, ça ferait quoi? Ça ferait un petit billet à 30 000, hein? Oh bah non, beaucoup plus. T'imagines la surface qui est dans un iPhone? Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. T'as raison. Bon, d'accord, donc décidément pas pour moi. Un petit mot, on parlait de Nintendo, un petit mot du monde extérieur en dehors d'Apple, parce que l'écosystème, évidemment, il dépend aussi pas mal des autres. Alors, on parle beaucoup ici de l'App Store, mais nos amis de chez Google, et on embrasse Marie, Siolfi, Samy Toupet et toute l'équipe d'Andromag, ils ont le Play Store. Et jusqu'à maintenant, les règles de publication des apps sur le Play Store étaient assez souples. Apparemment, Google commence un petit peu à prendre le contrôle de la situation avec finalement un processus de validation qui commence à se rapprocher de celui d'Apple sur l'App Store. Ben oui. Ouais. Finalement, Apple, comme d'habitude, ont souvent raison. Et les autres, ils viennent peu à peu. Peut-être qu'ils en ont marre d'avoir des virus et des applis mal faites sur le Play Store. Ils veulent améliorer la qualité, c'est bien. Ouais. C'est bien, il faut les encourager. Alex ? Alors oui, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Ellie, et je pense globalement la même chose. Et surtout, je remarque que il y a certes ce processus de validation qui tente à changer, mais il y a plein de choses chez Google qui changent autour d'Android et qui se rapprochent un petit peu d'Apple, comme par exemple l'interdiction d'installer des applications sur les cartes micro USB et même micro SD et même la tendance qui tend chez les constructeurs un peu premium à les supprimer des appareils. Enlever le port, ouais. Parce que l'expérience utilisateur est désastreuse, c'est lent d'accès. Donc voilà, on a mis ça parce que ça coûtait moins cher que de mettre de la mémoire et que les plus geeks de tous les geeks disaient c'est super, je peux mettre des trucs sur ma carte que je peux pas faire avec mon iPhone. Mais voilà, je regardais, puisque tu parlais d'Andromag, une des émissions du Mobile World Congress où effectivement il parlait de ça, ouais. Et où il disait, voilà, elle est diffusée en ce moment sur l'antenne, où il disait bah oui, les batteries amovibles, maintenant LG en fait, Samsung en fait, etc. Les inamovibles, pardon, excuse-moi. Les micros SD, on n'en met plus. Enfin voilà. Et donc tout ça, effectivement, suit un processus qui
rapproche ces terminaux-là de ce que fait Apple avec l'iPhone depuis le début, à savoir un environnement certes plus contrôlé, mais plus qualitatif en termes d'expérience utilisateur. Ouais, et les deux infos du jour, c'est donc d'abord un processus de validation qui en fait n'existait pas jusqu'à maintenant. On pouvait publier quasiment n'importe quelle appli sur le Play Store. Et puis un système de validation selon l'âge des utilisateurs qui se rapproche en fait du système PEGI pour les jeux vidéo, ce qui permet de savoir pour quel public est telle ou telle appli. Ça, c'est une bonne chose, notamment par rapport à la protection des enfants, évidemment. Elie, tu voulais rajouter un petit Oui, c'est juste que je voulais dire que c'est bien, il faut saluer cette initiative. Et d'ailleurs, le fait de contrôler l'âge, c'est très bien. Apple le fait des fois, parfois même un peu strictement, puisque il y a certaines apps qui sont totalement interdites d'App Store et qui n'ont jamais vu le jour, quitte à limiter le marché. C'est-à-dire que vous n'avez jamais vu une app ou un jeu érotique, X, etc., alors qu'il y a un marché énorme pour ce type d'application de programme. Apple a toujours, quelle que soit la plateforme, banni ça. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que, par contre, Google, même s'ils ont beaucoup de moyens, comme tout le monde le sait, il va falloir quand même qu'ils rattrapent pratiquement cette année, puisqu'Apple, la validation d'apps s'est fait peu à peu quand il y en avait peu. S'il faut maintenant contrôler 1 million d'apps sur le Play Store, il va falloir qu'ils mettent des sacrées équipes et qu'ils les entraînent et qu'ils les forment, et ça va donner des délais. Mais bon, c'est bien, c'est une bonne initiative, il faut la saluer. Voilà, on voulait saluer cette initiative de Google sur le Play Store. Voilà, les amis, on va marquer une toute petite pause. On se retrouve dans quelques secondes. Avant de revenir sur les malheurs du MacBook Pro et sur le connecteur USB-C du MacBook Retina, on va s'offrir dans un instant une bonne tranche de rire. Et puis on va aussi vous montrer cet appel surprise que Tim Cook a passé à l'un des présentateurs de la télé américaine. À tout de suite. Voilà, iWeek, toute l'actu Apple en live. On est en direct comme tous les mardis soirs, 20h, 21h, avec vos tweets et le hashtag iWeekTélé. Alors, on va se prendre 2 minutes de plaisir. Je vais juste vous décrire le contexte. En fait, c'est un moment d'un talk show espagnol. C'est ça, qui est très connu en plus. Qui a été détourné de son utilisation première, puisque en fait la scène met en présence le présentateur et un acteur espagnol relativement connu qui s'appelle Juan Joya Borja. Son surnom c'est Gigles. Alors, une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus l'oublier, non seulement à cause de sa dentition, mais surtout à cause de son rire. Et vous allez voir, quand on lui fait dire ce qu'il ne dit pas, et quand on le met dans la peau d'un vrai faux ingénieur de chez Apple, qui vous explique comment il a convaincu Tim Cook et Johnny Ive de sortir le MacBook Retina quasiment sans aucun port, sans aucune prise, et bien ça donne ce moment d'anthologie qui, moi, m'a fait pleurer de rire quand je l'ai découvert il y a quelques jours. Voilà, regardez. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Alors, Voilà, ça dure 3 minutes comme ça, c'est de pire en pire. Ça change de la chute, hein. Ouais, exactement. mais par contre, tu vois, si tu parles espagnol,
et tu comprends le contexte, vraiment, ça n'a rien à voir. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un, donc l'histoire, hein, moi je suis espagnol, hein, donc évidemment je comprends, c'est ma langue maternelle, et donc c'est quelqu'un qui reçoit des invités qui arrivent dans un restaurant, et quand les invités arrivent à l'improviste, lui il est en maillot de bain, c'est ce qu'il raconte, avec des tongs, et en fait il leur a promis une paella, et quand il va la chercher, il y a eu la marée, et la paella a été emportée par la mer. Voilà l'histoire. Donc ça n'a rien à voir avec un MacBook. Mais c'est drôle, Bien sûr. c'est bien, c'est très bien fait parce que évidemment les sous-titres collent à ses gestes, à ses postures et au fou rire. Et c'est vrai que bon, ça marche très très bien avec ce MacBook Retina qui effectivement est quasiment dénué de port, comme si ça avait été une erreur sortie de l'usine, quoi. Hein. Comme si c'était, oui, parce que ce qui cherche, le message qu'il cherche à faire passer avec cette parodie, c'est un petit peu, chez Apple, voilà comment on fait pour vous entuber, quoi. Voilà, c'est ça. Faut être clair, c'est ça. Et voilà pour vous vendre, pour que ça coûte moins cher et qu'on vous le vende plus cher. Voilà, exactement. Voilà. Alors, autre grand moment, ça c'était, c'est pas du bidon, ça s'est passé à la télé américaine il y a quelques jours. C'est une émission qui s'appelle Mad Money, qui est une émission de référence sur CNBC. Jim Cramer, le présentateur, fête donc les 10 ans de l'émission. Il prend comme ça une série d'intervenants qui appellent de tous les États-Unis, et tout à coup, voilà, on lui dit, voilà, le prochain appel, ça vient de Tim qui se trouve en Californie, et voilà comment ça se passe. California, Tim. Hey Jim, I'm calling from Cupertino, California to be exact. This is Tim Cook at Apple, and I want to congratulate you on 10 great years of Mad Money. Well, wow, that's a good call. You know my mantra, people should own Apple, not trade it. Our stock price 10 years ago when you started Mad Money was less than $6 on a split-adjusted basis. And so you can bet those people are extremely happy right now. Voilà, donc c'est drôle parce qu'en fait il l'appelle Timmy affectueusement, comme s'il allait tomber sur un kidam de Californie. Et Timmy lui dit: salut, c'est Tim Cook, je vous appelle de Cupertino. Voilà, c'est la classe quand même de faire ça, non? C'est dingue, la tête qu'il fait quand il se rend compte que c'est Tim Cook, c'est incroyable. Ouais, parce qu'on pourrait se dire non mais un truc comme ça a été préparé, il le savait forcément. On a l'impression que c'est vraiment une surprise pour lui, hein. Ah oui, oui. Moi, je me demande à quel point c'est vraiment une surprise, mais dans les talk shows américains, ils sont assez forts quand même pour écrire ce genre de choses. Il y a quand même il y a l'insert derrière lui, hein, au téléphone Tim Cook. Enfin voilà, tout semble prêt maintenant. Maintenant, ça marche bien. Il n'y a pas de doute, ça marche bien. Et dans tous les shows qui passent en soirée aux États-Unis, tout est écrit. Hein, la plupart des choses sont écrites. Voilà. Les répliques des invités sont écrites, les vannes sont écrites. Mais ça marche très très bien, ils sont très forts pour ça. Hein. Et on est vraiment aussi, on est vraiment dans la culture américaine. Hein. On n'imagine pas en France le patron de Danone appeler une émission écho pour son 10e anniversaire. Hein. Pour faire une surprise, il ferait pas ça. Non, mais c'est vrai que c'est totalement dans la culture américaine. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, mais cette semaine, il y a aussi Michelle Obama qui a participé dans une émission pour promouvoir un système d'exercice physique, etc. Elle n'a pas hésité à faire une chorégraphie. C'était chez Ellen DeGeneres. Elle a fait une chorégraphie sur scène, quoi. Et c'est la première dame des États-Unis. Ouais, la différence, c'est qu'aux États-Unis, tout le monde applaudit. Si ça avait lieu en France, la première dame, s'il y en avait une, s'en prendrait plein les dents. C'est sûr. Parce que la première chose qu'on ferait globalement, c'est lui reprocher, c'est se moquer d'elle, voilà. On n'a pas du tout la même culture de ce point de vue-là. Bon les amis, on va marquer une petite pause. Il nous reste une dizaine de minutes et on va revenir dans A-Week sur les malheurs du MacBook Pro et sur l'inconnu que représente ce connecteur USB-C sur le nouveau MacBook Retina. À tout de suite.
Alors quand je dis les malheurs du MacBook, c'est relatif, ces choses sont plutôt en train de s'arranger. Je fais référence évidemment au MacBook Pro de 2011, ceux qui sont affectés par un bug, vous savez, les fameuses cartes vidéo Nvidia, une class action aux États-Unis, beaucoup de modèles défectueux, pas seulement là-bas, mais aussi en France, parce que moi j'en ai un, et donc je peux vous en parler. D'ailleurs, on en a entendu parler. Hein. Voilà, il est en ce moment entre les mains de l'Apple Store, et voilà, j'espère que cette histoire sera finie dans quelques jours, mais ça n'a que trop duré. La nouvelle, et là j'étais quand même surpris de le lire aujourd'hui, c'est que j'ai découvert que jusqu'à il y a quelques jours, finalement, les cartes qu'Apple utilisait pour réparer, entre guillemets, les modèles défectueux, ces cartes étaient des cartes en fait reconditionnées qui pouvaient le plus souvent à nouveau poser les mêmes problèmes. Donc c'est MacBidouille, hein, c'est Lionel, notre ami de MacBidouille, qui nous apprend que le problème serait définitivement réglé avec des cartes flambant neuves qui règlent une fois pour toutes le problème. Donc si vous profitez de l'opération de remplacement gracieux de votre carte mère sur ces MacBook Pro concernés par ce bug, eh bien vous aurez sans doute une vraie nouvelle carte mère qui vous mettra à l'abri de ces défauts. C'est quand même une histoire qu'on traîne depuis un moment, hein, Alex, hein, tu l'as suivi toi aussi. Je l'ai suivi parce qu'effectivement... pas seulement à cause de moi, je veux dire. Bien sûr, mais aussi à cause ou grâce à toi, mais c'est vrai que le temps n'est pas le même. Alors ce qu'il faut expliquer aussi à nos téléspectateurs, c'est que le temps judiciaire n'est pas le même. En Europe, aux États-Unis, hein, il y a le principe des class action qui est très répandu là-bas, qui permet de faire avancer les choses plus vite que chez nous. Je pense qu'à partir du moment où Apple est face à ce genre de situation aux États-Unis, à se retrouver face à plusieurs dizaines, centaines, milliers de personnes qui vont agir pour obtenir gain de cause sur un problème récurrent, Apple peut plus vraiment faire autrement que de reconnaître le problème et donc d'engager ce type de procédure pour un remplacement, ce qui objectivement va lui coûter un peu, mais va surtout coûter à son assureur et aux fournisseurs, hein, oui. Parce que Apple n'est pas au départ complètement responsable d'un problème sur un composant qu'elle ne fabrique pas elle-même. Oui. Donc voilà, il y a tout ça qui entre en compte, et puis donc il y a toi l'expérience que tu as, enfin ce qui se passe en France, où c'est à retardement, hein, puisque les class action aux États-Unis ont débuté il y a quelques mois, je crois, et alors le problème n'était pas accepté, était pas reconnu par Apple jusqu'à il y a quelques semaines, quelques jours. Maintenant. Voilà, ça va se décanter. Toi, je crois que dans ton expérience, c'est un petit peu ubuesque parce que si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué, il voulait pas la changer tant qu'il n'arrivait pas à reproduire le problème. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors c'est oui. Est-ce que Et là où c'est quand même assez tordu, c'est que Apple a sorti un logiciel de diagnostic dédié à ce défaut. Le problème, c'est que d'abord, c'est un défaut aléatoire, donc il n'arrive pas constamment. Ça peut arriver plusieurs fois par jour. Ça peut aussi ne pas arriver pendant plusieurs jours. Dans mon cas, en plus, mon disque dur a complètement est parti en vrille, donc j'ai dû remplacer le disque. J'avais juste remis un système pour pouvoir emmener le Mac à l'Apple Store. Et donc à l'Apple Store, ils ont d'abord voulu faire tourner leur logiciel de diagnostic. Comme le problème ne se produisait pas, le logiciel disait que mon Mac allait très bien. Voilà, ce qui est un peu agaçant quand même, ça fait quand même 6 mois que ça durait. Et puis on m'a demandé de faire en sorte que le Mac, que le problème se reproduise. Le problème, c'est que en n'ayant mis que le système, je pouvais plus solliciter les applis comme After Effects par exemple, qui tirent sur le processeur graphique et qui généralement faisaient que le Mac, l'écran devenait tout bleu ou tout blanc avec des stries. Bref, ça a été un feuilleton. Ça a mis 3 jours et au final, l'ordi est enfin en train d'être réparé. Mais que ça a été long. Alors, si vous avez j'ai qu'un mot à dire là-dessus. Hein. Vas-y, Eddie, il ne reste pas très longtemps, mais vas-y. Oui, mais très vite. Bienvenue dans notre vie quotidienne, parce que nous, au SAV, chez nous, on a un service technique, on vit ça
tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des process Apple étant une énorme société, il y a des process, et donc on fait passer des tests aux machines que nous recevons, qui s'appellent des MRI, en fait, c'est le test. Et si on ne constate pas un défaut, nous avons l'impossibilité de commander la pièce. Et le client peut nous la ramener plusieurs fois. Il peut être extrêmement frustré, il peut nous dire « Mais écoutez, le problème s'est produit 15 fois. » Et nous, on lui dit « Mais monsieur, on vient de passer le test, on l'a passé avec vous. Le test nous dit que la machine n'a rien, on ne peut rien faire. On vous croit, mais on ne peut rien faire. » Là, ce qui est délirant dans ce cas-là, c'est que à partir du moment où le problème se produit, on peut plus faire tourner un logiciel, on n'a plus aucun contrôle, on peut même plus valider, cliquer sur OK, on peut plus rien faire. Le Mac est complètement ingérable, et donc on pourrait pas faire tourner ce logiciel pendant que le Mac se met en vrille. Donc je comprends pas à quoi sert le logiciel de diagnostic, parce que forcément si on arrive à le lancer sur le Mac, c'est que le Mac n'a pas le problème en question. Bref, voilà. J'espère qu'Apple va mettre un peu d'intelligence dans tout ça, parce que c'est pas très logique et ça complique encore les démarches quand on apporte son Mac et ça crée de l'insatisfaction client. Voilà, on espère au moins être. C'est ça surtout l'important. On espère au moins être pris en charge, et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bref, si vous avez un MacBook Pro Retina, il y a une autre espèce de problème qui se produit avec tous les modèles depuis juin 2012. Donc ça en fait un paquet. Alors cette image-là, elle est assez étonnante. En fait, c'est le traitement anti-reflet des écrans qui, dans certains cas, part un peu comme... Enfin, on dirait presque après un coup de soleil, on pèle, quoi. C'est un peu ce qui se passe sur l'écran, et ça a des résultats assez étonnants, voire assez spectaculaires, Ellie. Ouais, écoute, honnêtement, j'ai vu l'article. Moi, je n'ai jamais vu ça chez nous au SAV. Donc, c'est peut-être quelques cas isolés, ou peut-être c'est en train de s'étendre, mais en tout cas, pour l'instant, on n'en a jamais vu. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas vrai. Hein, mais alors, ça va très vite aux États-Unis. Donc, il y a déjà un site dédié qui s'appelle Staingate.org. Staingate, gate comme AntennaGate, hein, comme le Watergate. Hein. Donc, c'est très clair. Hein. On a payé pour ça, et à la place, on a eu ça. Et si on déroule la page, c'est de pire en pire. Donc, on apprend que le remplacement, enfin en tout cas la réparation coûte $800. C'est à peu près le même tarif que pour la carte mère des MacBook Pro de 2011. $800 pour la réparation. On est à 205 personnes déjà qui ont signé, qui se sont inscrites. C'est en même temps beaucoup, évidemment, pour ces 200 personnes, et c'est en même temps très peu par rapport au nombre de MacBook Pro. Mais ça commence tout juste, ça date d'aujourd'hui, enfin ça a quelques heures, hein, donc ça va sans doute... Ça va sans doute prendre de l'ampleur. On va finir sur l'USB-C en 1 minute, parce que malheureusement il nous reste pas davantage de temps, mais on y reviendra sans doute la semaine prochaine. L'USB-C, donc c'est ce connecteur qu'on retrouve sur le nouveau MacBook Retina. Est-ce que vous pensez qu'Apple en fait a inventé ce nouveau format de connexion pour l'USB? C'est ce qu'on a lu, ce que j'ai lu, c'est qu'effectivement Apple aurait inventé ça et l'aurait offert en fait gratuitement, de façon à ce que ça devienne un standard, mais que ça viendrait des labos d'Apple. Ça n'a pas été démenti pour l'instant. Alors juste, moi j'ai appris une info par rapport à ce qu'on se disait la semaine dernière. Apparemment, on a un débit qui est 2 fois plus élevé que sur l'USB 3 classique avec l'USB-C. Je ne sais pas si c'est un point que vous aviez vu. Parce que 2 fois plus rapide, ça ramènerait à du Thunderbolt, en fait. Hein, pour moi, l'USB-C et l'USB 3 partagent les mêmes débits. Les seules différences, c'est que l'USB-C permet de faire passer jusqu'à 100 watts en alimentation, de la vidéo et plein d'autres choses. Donc ce serait plutôt un Thunderbolt miniature. Voilà. Mais en termes de débit de bande passante pour échanger des données, pour moi, c'est pas plus rapide que l'USB 3. Je peux me tromper, mais j'attends de faire des mesures, mais je crois pas me tromper en disant que c'est pas plus rapide. En tout cas, c'est un connecteur réversible, c'est l'un de ses intérêts. Comme le Lightning, on peut le mettre dans n'importe quel sens. Ça marche toujours. Voilà, je voulais vous remercier tous les deux, Ellie et Alexandre, pour cette heure passée ensemble dans iWeek. Merci beaucoup.
Merci à toi. De rien. À très vite. Merci à toi, ouais. À très vite. Vous connaissez le rendez-vous du mardi soir. Vous pouvez continuer à dialoguer avec nous sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, en direct, 20h, 21h, pour toute l'actu Apple en live. Les programmes continuent sur Watch. À très vite. Salut à tous. Salut.